Je suis très heureux de présider cette dernière session du colloque GIS Jeux et Société. Nous avons eu des interventions passionnantes hier et ce matin, et ça va se poursuivre cet après-midi autour de ces thématiques, donc transition sociétale, philosophie. Ce sont des thèmes qui nous concernent toutes et tous, et ça va être passionnant. Je pensais à l'instant que nous n'avions pas beaucoup joué lors de ces deux journées, et me revenait tout d'un coup à l'esprit, vous savez, cette célébration un peu parodique du prix Nobel qu'est le Ig Nobel, et qui récompense en fait des chercheurs ayant fait des avancées significatives en sciences, dans toutes sortes de sciences, mais avec un côté amusant. Et je me rappelle notamment que lors de ce Ig Nobel, à un certain moment, tout le monde lance des petits avions en papier. C'est une suggestion, faites-en ce que vous voulez. Bernard Franco n'est absolument pas au courant de cette initiative tout à fait personnelle. Voilà. Donc, nous allons commencer cette session autour de la question de la transition sociale avec une intervention de Sylvain Dernat, qui est docteur à la fois en sciences de l'éducation et en géographie sociale. Il travaille à l'INRAE et il m'a heureusement rappelé la signification de ce sigle, parce qu'en France, on aime beaucoup les sigles et on les transforme généralement. Alors, je me rappelais de l'INRA. Maintenant, l'INRAE, il manque une lettre, vous allez constater, parce que c'est l'Institut national sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et on est en plein dans ces questions d'environnement, notamment, puisque votre intervention, Sylvain Dernat, a comme titre « Le jeu », c'est affiché sur le grand écran, le jeu comme outil d'accompagnement de la transition agroécologique. Merci de prendre la parole. Eh bien, merci à vous pour cette introduction. Alors, pour commencer, une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de ne pas envoyer les avions papier tout de suite et de me laisser terminer. Ça sera une bonne chose. Vous pourrez les envoyer sur le chairman qui a proposé cette initiative. Alors, je remercie tout d'abord le GIS de l'invitation à communiquer aujourd'hui, mais aussi pour les financements que nous avons obtenus à plusieurs reprises, je dois le dire, pour notre plateforme GameAE, pour les actions de recherche que l'on a menées. Donc je tiens à remercier à la fois le board, le conseil d'administration du GIS, mais également la cheville ouvrière, ça a été dit plusieurs fois, avec qui on a de très très bonnes relations et avec qui ça se passe très bien. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu original dans la pléthore de présentations qu'il y a eu ces 2 derniers jours, puisqu'on va parler d'agroécologie. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous raconter ce que c'est l'agroécologie, parce que même ce mot peut être obscur pour la plupart d'entre vous. Simplement, on va parler d'agriculture, pour faire simple, et on va parler de jeux et d'agriculture. Alors normalement, quand on dit jeux et agriculture, ce qui vient à l'esprit du commun des mortels, c'est plutôt ça. Voilà. Grosso modo, les 2 jeux les plus connus, Agricola, qui est un jeu de plateau, un jeu analogique, qui est assez réputé notamment en France. Il a plusieurs millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et le non moins connu jeu vidéo Farming Simulator, qui est un des jeux les plus vendus au monde, puisqu'il a pas moins de 29 millions de licences qui ont été vendues, et qui fait partie des jeux au meilleur lancement de l'année 2022 pour sa dernière version. Donc pour vous donner juste l'idée que les jeux sur l'agriculture, ce n'est pas rien, et qu'il y a un vrai enjeu à les comprendre aussi, puisque finalement dans l'insertion dans la société, ils sont importants, et ces 2 jeux-là sont la preuve de ce que j'avance ici. Alors moi, je vais vous parler des jeux en agriculture pour vous dire qu'il y a une très très forte dynamique actuelle de cette utilisation des jeux, un engouement qui est très très récent en France, avec une explosion du nombre de jeux, d'utilisation, de concepteurs, aujourd'hui, qui est assez corrélé finalement un peu à l'explosion de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, je sais que les termes sont importants ici, la gamification, qui se traduit dans la société, et finalement on retrouve
dans le milieu agricole un peu la même chose, avec une explosion de l'utilisation du jeu dans ce domaine. Alors on trouve des jeux pour accompagner les agriculteurs, je vais revenir sur cette thématique en particulier, dans l'enseignement agricole, qu'il soit l'enseignement secondaire ou supérieur, ou dans la médiation, c'est-à-dire le contact avec le grand public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est essentiellement pour ces jeux-là sur des démarches qui sont socio-constructivistes, où on place l'échange finalement dans le jeu comme un levier essentiel du changement. Et vous verrez que par rapport à ma présentation et à ce que je vais vous présenter notamment dans discussion, cet élément il est assez important au regard de la littérature internationale. Je vous ai mis ici un certain nombre de jeux qui existent, et comme j'ai dit, il y en a de nouveaux qui se créent tous les jours. C'est pour vous montrer déjà un petit panel de tout ce qui existe comme jeux sur l'agriculture en France, et là ce ne sont que des jeux français, donc avec une multitude de thématiques et de choses. Il y a des jeux qui traitent de concertation agricole, il y a des jeux qui sont sur des thématiques très spécifiques comme l'eau en agriculture, la gestion de la forêt, l'interaction foncière. Je recule un peu. Donc voilà, c'est juste pour vous donner ces quelques noms, c'était pour vous montrer que finalement on ne parle pas d'un petit épiphénomène avec juste quelques jeux qui sont produits ça et là, mais bien d'une vraie production qui est finalement assez méconnue. Et je vais revenir sur ce côté assez méconnu parce que j'ai eu l'occasion d'interagir avec plusieurs personnes qui sont dans la salle. Malheureusement, je n'ai pas pu interagir avec les gens en ligne, évidemment, mais avec plusieurs personnes dans ces 2 jours qui sont dans la salle qui étaient étonnées finalement de se dire bah, tiens, il y a un champ de recherche, il y a des chercheurs qui travaillent sur le jeu en agriculture, c'est assez étonnant. Et ben, je vous dirais, ben oui, mais c'est pas nouveau. Et les jeux en agriculture, ils sont utilisés notamment dans le domaine scientifique depuis les années 50-60, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est très ancien, et il y a des communautés de recherche très importantes dans le monde anglo-saxon sur ce domaine-là. J'ai mis notamment quelques revues comme Simulation and Gaming, Games and Culture, Agricultural Systems ou Sustainability, qui sont des revues qui régulièrement publient des articles scientifiques sur des jeux en agriculture et environnement. Donc c'est finalement un engouement nouveau, mais en termes de recherche, c'est quelque chose d'assez ancien, et ne serait-ce qu'en France, je ne suis pas du tout une preuve vivante de ce renouveau scientifique, puisque j'ai mes glorieux anciens, notamment, qui m'ont formé, qui pratiquent ce champ de recherche depuis maintenant 20 à 30 ans, avec notamment une communauté, je leur rends hommage ici, la communauté Commode, qui est une communauté qui est active sur les jeux depuis plus de 20 à 25 ans, sur les jeux en agriculture et environnement. Donc un champ de recherche assez ancien finalement, mais qui est assez méconnu dans le domaine francophone et dans les sciences humaines et sociales francophones qui travaillent sur le jeu. Il y a une espèce de dichotomie, une séparation, et finalement, je suis peut-être là aussi pour faire ce pont et faire connaître cette communauté et ces travaux qui sont méconnus. Alors, je reviens finalement ici sur la question que j'ai souhaité poser aujourd'hui. Est-ce que le jeu peut contribuer à accompagner la transition agroécologique ? Alors, on va tout de suite parler c'est quoi l'agroécologie, de manière à ne pas vous perdre dans l'objet de mon propos. Alors l'agroécologie, je me réfère ici aux travaux d'Altieri, qui est le père de ce terme dans la littérature scientifique, mais aussi à mes collègues qui ont écrit le dictionnaire de l'agroécologie, que je vous incite à aller voir en ligne. Donc l'agroécologie, ça vise à promouvoir des systèmes alimentaires viables, respectueux des hommes et de leur environnement. Et c'est dans la société à la fois une science, il y a des gens qui se revendiquent de l'agroécologie comme une science, mais c'est aussi une praxis, c'est-à-dire un ensemble de pratiques d'ordre agronomique, et aussi un mouvement social. Il y a aussi une communauté, un mouvement social qui tend à faire émerger l'agroécologie dans la société. C'est aussi une application de concepts de connaissances d'ordre systémique. Et c'est important quand on parle ici au niveau de la recherche, on n'est pas sur des domaines où on va décortiquer finalement tous les axes de compréhension de l'agriculture en des petits morceaux qu'il faut optimiser, mais on est bien dans la compréhension de phénomènes complexes et systémiques. On est aussi sur des processus qui sont dits ascendants, et là c'est très important puisqu'on est sur des solutions contextualisées sur des problèmes locaux. L'intérêt de l'agroécologie, c'est de répondre aux problématiques locales des populations, et notamment des populations agricoles et des gens qui vivent avec les agriculteurs. Et donc il y a l'idée aussi de valorisation de la co-création de connaissances, avec des connaissances traditionnelles et locales, donc l'ethnologue qui est à côté de moi appréciera, je pense, cela, et donc la valorisation finalement de savoirs qui ne sont pas forcément des savoirs scientifiques, produits scientifiquement, mais produits par les populations elles-mêmes et produits localement avec des us et coutumes notamment qui peuvent être traditionnels. Donc finalement, est-ce que le jeu il peut contribuer à cette transition agroécologique aux éléments que j'ai décrits ici? Alors je vous propose 2 approches
pour répondre à cela. Une première par un état de l'art et une deuxième par un cas d'étude en particulier. Alors, je vais passer assez vite sur les notions méthodologiques que je développe dans ce propos. Je vous inviterai à lire, si vous êtes intéressé, aux différents articles auxquels je fais référence, si vous voulez aller voir un peu plus loin dans la méthodologie. Alors sur l'état de l'art, il y a deux éléments que je vais vous présenter. Le premier, c'est une revue de littérature scientifique internationale qui nous a été acceptée dans la revue Simulation and Gaming et qui sortira l'année prochaine, qu'on est encore en train d'écrire. Et le deuxième, c'est une enquête nationale française, francophone, auprès des créateurs de jeux sur les thématiques agricoles et environnementales qu'on a menée en 2020, qui a fait l'objet d'un rapport en 2021 et qui fait l'objet d'une publique et sous presse dans la revue Technologie et Innovation. Alors au niveau mondial, on a pu recenser à peu près 403 articles qui traitent de jeux et d'agriculture, donc c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une littérature internationale assez forte. Bon, la plupart viennent du WOS, du World of Science. Ce qu'on voit, c'est que dans les publications, l'agroécologie est peu présente à l'international, et pourtant, il y a de nombreux jeux, de nombreuses publications qui traitent d'enjeux de durabilité. Donc on n'utilise pas forcément le terme d'agroécologie dans ces jeux, mais on a des enjeux de durabilité qui sont mis derrière l'utilisation, derrière la conception de ces jeux. Les jeux qui ont ces enjeux de durabilité, ont l'objet finalement de faire du commun, de valoriser des savoirs locaux, ce qui rejoint finalement les objectifs de l'agroécologie tels qu'ils sont édictés dans la théorie. Et on voit malgré tout quand même que l'utilisation du terme agroécologie est une tendance assez francophone, et c'est plutôt la communauté des chercheurs des jeux en environnement agriculture francophone qui va utiliser ce terme dans ses publications. Et par contre, quelque chose qui est assez redondant de manière internationale, c'est la faiblesse de l'évaluation des effets, des impacts de ces jeux sur le réel. Et finalement, est-ce que ces jeux, ils apportent quelque chose au changement ? De l'autre côté, dans l'enquête qu'on a fait auprès des créateurs, on a recensé 105 jeux qui ont été créés en France sur les thématiques agricoles et environnementales. Ce qu'il faut savoir, c'est sur ces 105 jeux, 90% des jeux ont été créés ces 5 dernières années. Donc c'est pour vous donner la notion d'engouement dont je vous ai parlé au début. La majorité de ces jeux créés en France sont des jeux analogiques. Il y a finalement très peu de jeux vidéo. Alors ça vient pour une raison qui est souvent assez simple, c'est que ça coûte très cher de faire un jeu vidéo. Ma collègue qui interviendra après, qui travaille dans un studio pourra en témoigner. Mais par contre, l'agroécologie est assez prégnante en fait, dans les thématiques qui sont développées, mais avec l'idée d'associer cette idée d'agroécologie dans les jeux avec d'autres thématiques comme les enjeux économiques ou sociaux. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent une conception naïve des jeux. Alors, ce n'est pas du tout un terme péjoratif dans mon propos. Derrière l'idée de naïve, c'est l'idée de dire c'est des gens qui finalement ne sont pas des spécialistes du jeu qui en produisent, qui inventent des jeux, qui font de nouveaux jeux. Donc, c'est plutôt ça qu'on met derrière le terme de naïf. Mais là encore, il y a une faiblesse d'évaluation qui est assez marquée. Alors, qu'est-ce que nous dit cet état de l'art finalement? Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas revenu sur la méthodologie en plein. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt finalement les propositions qu'elle amène. On voit la forme naïve de création qui ressort aussi dans la littérature internationale. Finalement, on fait très peu appel à des spécialistes, des game designers, des spécialistes des studios de jeux pour concevoir des jeux. C'est finalement des gens chez eux. Ça peut être des groupes d'agriculteurs, ça peut être des enseignants, ça peut être des responsables associatifs. Ça peut être des chercheurs aussi, qui ne sont pas du tout spécialistes du jeu, qui vont créer ces jeux. Le jeu y est vu souvent aussi comme une forme d'innovation sociale, c'est-à-dire que le jeu va permettre finalement des changements d'ordre organisationnel et sociaux à l'intérieur des communautés dans lesquelles ils sont tissés, plus que des changements techniques. C'est-à-dire que l'objectif qui est visé, ce n'est pas forcément de changer telle ou telle pratique techniquement, mais plutôt la manière dont on va considérer la pratique, la manière dont elle va être appropriée par la communauté, ou comment la valeur ajoutée de cette nouvelle pratique va être répartie. Le jeu y est aussi vu comme une innovation frugale, et ça c'est plutôt le propos que nous on porte, notamment par l'utilisation majeure des jeux analogiques, qui sont souvent faits de briques et de broc, si vous me permettez le propos. On fait ça sous des bouts de carton dans un coin, on fabrique ça assez facilement, mais finalement qui répondent aux enjeux de l'agroécologie. C'est des jeux qui ne coûtent pas cher à produire, mais qui ont un impact et qui produisent quelque chose dans la société. Donc il y a une vraie forme d'innovation qui ne coûte pas grand-chose et qui répond finalement aux enjeux de l'agroécologie. Mais le gros problème, c'est la faiblesse de l'évaluation des effets, c'est est-ce que finalement ces jeux font vraiment quelque chose dans le réel. Et c'est là où je vais du coup
aller vers mon cas d'étude, qui est assez référencé puisqu'il fait l'objet de 3 publications que j'ai mis ici, et notamment c'est aussi le travail là, de ma doctorante Rebecca Etienne. Ce cas d'étude, c'est qu'on a voulu tester sur un groupe d'agriculteurs en particulier qui nous a sollicité pour l'accompagner, une combinaison de jeux autour de l'agroécologie. Donc on a utilisé un certain nombre de jeux avec ce groupe d'agriculteurs pour penser avec eux le changement. Et c'est très important, ce que je vous dis ici, c'est de penser le changement. Ce n'est pas leur faire du changement, mais bien de le penser. C'est vraiment très différent de jeux dans lesquels on va instiguer une manière de voir, une manière de penser. Ici, on est vraiment dans amener les gens à réfléchir pour eux-mêmes la manière d'imaginer leur futur à travers le jeu. Alors là, je vous ai mis les 5 jeux qu'on a mobilisés ici. Donc ce sont tous des jeux qui ont été produits par INRAE. Il y a un seul jeu qui a été produit spécifiquement pour cette recherche, qui est le jeu de Lagrange, qui a notamment bénéficié du GIS. Et les autres sont des jeux qui étaient déjà existants et qu'on a remobilisés parce qu'ils répondaient à certains moments de l'accompagnement qu'on faisait à des objectifs de celui-ci. L'idée qu'on avait ici, c'est d'atteindre des jeux qu'on appelle d'atteindre une idée d'action. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tout simplement de faire papoter les gens, de les mettre autour de la table et que ça produise rien. C'est bien que les gens ils puissent devenir autonomes et acteurs eux-mêmes de leur changement. Donc on a bien l'idée de faire cette combinaison de jeux pour amener les gens au changement. Donc en fait, le design de la recherche qu'on a fait, le design du modèle d'accompagnement par le jeu que l'on a fait, il visait bien cela. Donc en fait, pour vous faire ça simplement, on a commencé par des jeux dits de concertation, donc qui ont permis en fait de faire émerger les idées et les objectifs dans lesquels le groupe d'agriculteurs voulait aller. Donc ils ont imaginé ça. Ensuite, on a amené vers un jeu de décision qui, à partir des idées et des propositions qu'ils avaient fait, leur permettait de décider pour eux-mêmes des orientations vers lesquelles ils voulaient aller. Et ensuite, des jeux de simulation et d'action qui permettaient de simuler les pratiques réelles. Donc on est vraiment à la limite entre le jeu et la simulation vraiment du monde réel, où ils pouvaient simuler leurs pratiques ou sinon se mettre en action, puisqu'il y avait un des jeux qui était aussi un jeu pour mettre en place des échanges entre eux. Voilà, donc vraiment une combinaison de jeux qui visait l'action et qu'on a mis en évaluation avec un modèle très particulier qui est proposé par ma doctorante, qui est un modèle qui est adapté du modèle de Kirkpatrick. Alors le modèle de Kirkpatrick, c'est un modèle qui est assez connu dans le monde du jeu, puisque c'est un modèle qui est issu des sciences de l'éducation, qui a été adapté dans un certain nombre d'évaluations de jeux, qui est un modèle en 4 étapes. Une évaluation, on va dire, de gameplay, c'est-à-dire on évalue le jeu, si les gens sont contents du jeu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, comment la partie s'est déroulée. Une évaluation des apprentissages, qu'est-ce que le jeu a appris aux gens, comment le jeu a interagi avec les connaissances qu'ils avaient ou les connaissances qu'il y avait dans le groupe. Un niveau 3 qui est plutôt du niveau qu'on a un peu entendu jusqu'à ici, qui sont des niveaux dits psychométriques, c'est-à-dire qu'on va étudier les niveaux de comportement, les intentions notamment de comportement des joueurs à faire telle ou telle action, qu'on va aller vérifier nous dans le réel par rapport aux situations réelles dans lesquelles se trouvent les personnes. Et enfin un niveau résultat dans lequel on va aller voir la productivité en fait des changements qui sont effectués grâce à ce processus-là. Et très clairement avec les agriculteurs, on va voir si les nouvelles pratiques mises en place, elles sont performantes à la fois économiquement. Donc est-ce qu'ils ne perdent pas d'argent ou est-ce qu'ils en gagnent aussi grâce à ce processus, environnementalement parlant, avec des indicateurs, et socialement parlant, parce qu'il n'y a rien de pire que d'amener les gens à faire de nouvelles pratiques qui sont pires que celles qu'ils avaient avant et qui sont socialement dégradantes par rapport à ce qu'ils avaient avant, même s'ils gagnent plus d'argent et qui sont environnementalement plus positifs. Donc on a regardé ça avec ce schéma-là et cette théorie-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, le processus d'accompagnement qu'on a mis en place, il a des effets notables sur les pratiques des agriculteurs qui sont accompagnés, avec des changements de pratiques qu'ils ont pu mettre en place, qui sont issus de leur propre choix et de leur propre volonté d'aller vers tel ou tel processus de décision et telle ou telle modalité d'action. Notre quête d'évaluation, il nous semble pertinent et transférable, et notamment ce qui nous semblait important, c'est d'avoir un cadre d'évaluation transférable à des gens qui ne sont pas des chercheurs et qui souhaiteraient mettre en place des jeux et pouvoir les évaluer. Donc c'était aussi l'idée de ne pas faire un truc scientifico-scientifique où il n'y a que des chercheurs qui les comprennent, et c'était pouvoir le transférer à des praticiens, parce que nous l'idée c'est aussi que des praticiens puissent se saisir des jeux et les évaluer, mais qui reste critiquable. Je pense que n'importe quel psychologue pourrait critiquer cette modalité-là, mais néanmoins, nous, ce qui nous intéresse dans notre modalité d'évaluation, c'est de couvrir finalement du début de l'évaluation du gameplay jusqu'à la fin, c'est-à-dire quels sont les effets dans le réel et quels sont les effets sur la pratique.
Alors en discussion, j'ai quelques points, je ne sais pas combien de temps il me... C'est bon. Je suis large, c'est parfait. En discussion, j'ai plusieurs points du coup à discuter avec vous. Le premier, c'est est-ce qu'on est vraiment dans des jeux? Et ça, c'est la classique qu'on m'oppose à chaque fois. Oui, mais vous faites du jeu sérieux. Est-ce que le jeu sérieux, c'est vraiment du jeu? C'est parfait. Est-ce que c'est vraiment du jeu? Alors déjà, là, je vous réfère à la littérature internationale qui dit depuis le début que les jeux ont tous une vocation à faire quelque chose, ne serait-ce que de la socialisation. Donc la question du jeu sérieux se pose néanmoins. Mais bon, si on peut se référer à une théorie, moi je me réfère souvent à l'article de Denström et Backlund, puisque les chercheurs suédois sont très très forts sur le jeu, qui disent finalement n'importe quel jeu peut devenir sérieux à partir du moment où on lui fixe un objectif. Donc voilà, c'est un peu la philosophie qu'on garde ici, même si nous on est très critique aussi sur cette notion de jeu sérieux. Mais nous, ce qui nous intéresse plutôt ici, c'est quel type de jeu on est en train de faire, et finalement dans la littérature internationale, qu'est-ce que ces jeux qu'on propose et la manière dont on les accompagne dit finalement par rapport à la production scientifique classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle les change games dans la littérature, ces jeux qui visent à accompagner le changement, ils sont souvent, dans la littérature scientifique, des jeux qui sont parallèles en fait à la notion de power games, notamment les jeux politiques, ou les persuasive games, c'est les jeux persuasifs, donc il y a toute une littérature là-dessus, qui sont des jeux qui visent à faire changer les gens d'une certaine manière grâce au jeu. C'est-à-dire que le jeu va instiguer un mode de comportement, une modalité pour voir les choses dans le jeu qui va finalement manipuler, pour dire simplement, les gens. Et nous, on ne veut pas mettre cette philosophie derrière les jeux qu'on développe, on veut que les gens se saisissent par eux-mêmes des modalités de choix. Et donc, nous, par les jeux qu'on propose, et notamment les modalités d'accompagnement, on parle plutôt de jeux durables ou de sustainable games. Alors, ce n'est pas encore validé scientifiquement, parce qu'on est les seuls à dire ce mot-là, hein, mais globalement, voilà ce qu'on propose. Et puis on dit bien sûr la nécessité d'accompagner ces jeux, donc le jeu n'est pas une fin en soi, et il doit être pensé aussi avec tout un accompagnement autour de lui pour pouvoir être performant et utile, et le jeu n'est pas valable partout. C'est aussi un élément qui est fondamental, c'est de dire ça ne sert à rien de faire du jeu tout le temps. Il y a plein de modalités autres que le jeu, et le jeu il sert des objectifs spécifiques, et il n'y a pas besoin d'utiliser le jeu partout. Et la nécessité d'accompagner des créateurs, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de jeux dits naïfs qui pourraient bénéficier aussi de toute la théorie sur la création de jeux, sur les game studies, qui ont théorisé un certain nombre de choses. Le jeu, en conclusion aussi de ce qu'on a dit par rapport à l'agroécologie, nous semble utile pour répondre aux multiples enjeux, et ça, que ce soit l'état de l'art ou notre pratique, elle montre que le jeu il contribue à construire des collectifs, des représentations communes, à explorer la complexité des phénomènes, notamment autour de l'agriculture, de tester des idées, de prototyper, d'imaginer des solutions localement et d'aider à l'évaluation et à la conception. Donc finalement, on retrouve la philosophie de l'agroécologie derrière ces objectifs de jeu qu'on peut assigner. Donc finalement, le jeu pourrait être un outil utile finalement pour répondre aux enjeux de l'agroécologie. Et enfin, pour finir, parce que c'est mes dernières diapos, ma dernière diapo. Donc ce modèle qu'on a instigé ici, qu'on continue à travailler, il nous permet de travailler en fait sur ce qu'on appelle les effets contextualisés, les effets généralisables. C'est très difficile de dire qu'un jeu il a une portée globale et que ce qui se passe ici va se passer partout. Donc le modèle il nous sert aussi à désincarner finalement un certain nombre de résultats et de voir qu'est-ce qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qui est hors du jeu et qui influe les personnes, de qu'est-ce qui est dans le jeu. Donc c'est aussi cet élément, et pour ça on continue à progresser dans la méthodo avec les approches in situ. Là on a un projet qui s'appelle Gameplay où on va utiliser de l'intelligence artificielle pour analyser des sessions de jeu, pour être plus précis finalement dans notre compréhension du gameplay in situ dans les sessions, et on va continuer à développer le modèle de Kirkpatrick que développe ma doctorante Rebecca sur les approches de long terme pour voir et justement comprendre qu'est-ce qui relève du jeu et qu'est-ce qui relève pas du jeu dans les effets de celui-ci sur les individus et sur les situations. Juste un petit teaser de nos travaux. Derrière la conscience naïf, on a l'idée aussi d'aider les concepteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui conçoivent des jeux finalement qui ne font pas partie de la grande communauté qui est ici ou des game studies en général. Donc on fait un livre sur les jeux pour l'agriculture et les paysages, qui est un guide pratique qui va sortir en 2023 aux éditions Quae de manière multilingue, qui sera français, anglais et espagnol, de manière à ce qu'on puisse toucher tous les types de concepteurs qu'on a pu identifier dans les pays internationaux. Et puis il y a les travaux qu'on continue. Je vous invite aussi à aller sur notre site internet de la
plateforme et à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on est très actifs, comme nous l'a dit Boris tout à l'heure, et ça vous permet de suivre un peu les évolutions des recherches qu'on fait, des animations et autres activités qu'on peut avoir à la plateforme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sylvain Lernan de cette intervention parfaitement minutée, passionnante. Je dois dire que je m'intéresse au jeu maintenant depuis des années et des années, et c'est toujours un plaisir lors de colloques comme ceux du GIS que de découvrir des champs entiers de réflexion et de pratique des activités ludiques, et là ça a vraiment été le cas avec votre présentation.